Amis de la liberté, de la démocratie et de la bonne gouvernance, bonsoir. Bienvenue à ce nouveau rendez-vous de votre émission Le Grand Déballage, un entretien avec un invité. Il a 55 ans, il est burkinabé, il vit à Paris en France, il est consultant en stratégie digitale, très connu des Burkinabés pour ses positions tranchées sur les questions liées à la démocratie, à la bonne gouvernance, tout simplement au bien-être du peuple burkinabé. Monsieur Meksan Somé est avec nous, bonsoir. Bonsoir. Meksan, bienvenue sur le plateau de l'émission Le Grand Déballage. Comment va Meksan Somé? Très très bien. Très bien, comme chaque fois que je reviens me ressourcer au pays, je vais très bien. Et quand vous rentrez au Burkina Faso, quels sont les sentiments qui vous animent à chaque fois que vous mettez pied sur le sol du Faso? D'abord, une très grande émotion. Vous savez, la nature humaine est ainsi faite que on ne connaît vraiment la valeur des choses que lorsqu'on les a perdues ou lorsqu'on ne les a pas en permanence. Et c'est toujours une grande émotion, déjà physique quand j'arrive au Burkina. Et puis toujours un peu de rage, de colère, de voir que malgré tout ce qu'on a comme ressources, comme avantages, comme compétences, ce pays ne bouge pas. Et quand je viens au Burkina, je voyage non seulement dans l'espace, mais aussi dans le temps. J'ai toujours l'impression que je voyage dans le temps, que je retourne vers le passé. Vous voyez, c'est incroyable. Mais on a l'impression que le Burkina, cette terre-là continue de marquer votre vie, bien qu'étant à l'étranger. Il y a cet attachement-là qu'on ne peut pas défaire. En fait, comme je le dis souvent, les grandes causes ont toujours de petites raisons. Et même le fait que je vive à l'étranger est lié à mon histoire personnelle et à ma relation particulière avec ce pays. Voilà, Histoire personnelle, relation particulière avec le Burkina Faso. Parlons-en justement, parce qu'on sait que vous étiez l'un des admirateurs de Thomas Sankara. Sa mort a dû précipiter votre départ du Burkina Faso. Une facette de votre vie que beaucoup de Burkinabés ne connaissent pas sans doute. En fait, j'ai même dû accélérer mon départ parce que je savais ce qui allait se passer. Mais j'étais trop jeune, trop petit. Tout le monde me regardait de haut. Personne ne m'écoutait. J'ai essayé d'alerter mes aînés en vain. Et j'avais trop parlé par rapport à ce qui allait arriver, que je savais qu'il fallait que je m'en aille. Moi, j'ai quitté le Burkina un peu précipitamment le 7 octobre 1987. Et comment ça s'est passé concrètement? Pourquoi ce départ précipité là? Mais parce que lorsque je suis arrivé sur le campus de l'UO avec un certain nombre de camarades, dont mon grand frère Alain-Édouard Traoré, Yann Pierre Claver, qui étaient mes promotionnels, mais qui étaient mes grands frères en fait, avec lesquels on avait créé le CDR du collège de Toulouma Garçon. À Bobo Dioulasso. À Bobo Dioulasso, et on a créé le CDR du collège de Toulouma avant celui du lycée Ouanzin Koulibaly, celui du lycée municipal, qui sont pourtant plus agités que nous qui étions censés être des garçons très sages chez les frères des écoles chrétiennes. Et donc, après, on peut rentrer dans les détails. Il se trouve que l'année universitaire 1986-1987, ça a été une année de très grande tension politique au sein du CNR, de tout ce qui gravite autour du CNR. Et le combat, en fait, a commencé à l'ASECNA et à l'université. Parce que nous, quand nous sommes arrivés, c'est l'aile ULCR qui contrôlait le campus de Ouaga. Et donc, voilà, il s'est passé beaucoup de choses, on peut revenir dessus. Est-ce que justement, vous, étudiants, vous avez été impactés déjà par les rivalités entre Sankara et Blaise Compaoré? Mais absolument, absolument. En fait, ce qui s'est passé, c'est que chaque militaire, en fait, avait... chaque militaire de l'UMR avait
c'est un peu comme aujourd'hui les partis politiques et les OSC politiques. En fait, chaque chef de l'OMR avait en fait son groupuscule de gauche qui lui était, qui était dévoué à sa cause. Et donc Blaise Compaoré, en réalité, c'était l'UCB, et puis Sankara, c'était plutôt l'ULCR. Et vous, Très schématiquement. Et vous étiez du côté de Thomas Sankara? Moi, j'étais du côté de Thomas Sankara sans être affilié à aucun de ces trucs-là. Alors que j'avais des amis du côté de l'ULCR, j'avais des amis du côté de l'UCB. En fait, ça a toujours été ça mon problème. Vous savez, dans ce pays-là, ceux qui confondent l'engagement pour une cause à la dévotion pour une personne considèrent que les gens comme moi sont des équilibristes. Ça date pas oui, de on sent maintenant. que ça vous choque hein, quand on vous qualifie d'équilibriste. Je pense que ce sont des imbéciles qui disent ça ou des gens qui n'écoutent pas, qui ne savent pas analyser, tout simplement. Moi, je me suis engagé pour... bon éveil à la politique a commencé quand j'étais en 4e, 3e, notamment à cause de ce que j'apprenais sur la réalité géographique et physique du Burkina Faso. Je me disais, ben, notamment par rapport à l'avancée du désert, je me disais, mais on est enclavé, on est aux portes du désert, le déboisement continue. Si on ne fait pas quelque chose, ben, dans quelques années, ce pays va être englouti par les sables du désert. C'est parti de là, en fait. Donc, quand j'ai entendu le capitaine Thomas Sankara commencer à parler de ça, je me suis dit, tiens, voilà quelqu'un qui a compris. Et donc, moi, j'étais engagé pour la révolution, mais pas derrière Thomas Sankara ou Blaise Compaoré ou qui que ce soit. Donc, ce sont les idées de la révolution. C'est les idées, la révolution mais qui pas les personnes. Pas les personnes, mais cette fuite en avant le 7 octobre 1987, jusqu'à présent, on ne voit pas le lien étroit avec les événements qui ont suivi. Le lien, il est très simple. L'année universitaire 86-87, dans le mouvement, ça a été un débat contre l'opportunisme. Le but, c'était orchestré par l'UCB, dans le but d'écarter l'ULCR qu'il trouvait trop proche de Sankara. D'accord? On a travaillé sur ce thème-là et à la conférence nationale, on devait aller au clash. La veille de l'arrivée de Sankara à la conférence nationale, Blaise Compaoré arrive la nuit. Il convoque un certain nombre de dirigeants du mouvement étudiant et il nous dit on ne fait plus tout ce qu'on avait préparé. On n'attaque pas Sankara, on l'écoute, on l'applaudit et puis c'est terminé. Tout le monde a dit oui, moi j'ai rien dit. Et quand il est parti, j'ai dit aux camarades qui étaient tous des aînés, j'ai dit mais est-ce que vous comprenez ce qu'il vient de nous dire? Ils m'ont dit ben oui. J'ai dit non, non, vous n'avez pas compris. La contradiction est arrivée à un tel niveau de cristallisation que ça ne peut pas être tout d'un coup peace and love. Or, ces gens sont des militaires. Donc, ce n'est plus par le débat d'idées qu'ils ont décidé de régler le problème, mais par les armes. Quand j'ai dit ça, j'ai vu que certains savaient et ne s'imaginaient pas que j'étais capable de recoller les morceaux. Je parle du professeur Étienne Traoré, je parle de feu Clément Oumarou Ouedraogo, qui était le recteur de l'université à l'époque, je parle de Jonas Somé, feu Jonas Somé. Eux savaient. Quand je l'ai dit, au regard, j'ai compris qu'eux savaient. Mais que des gens comme Alain-Édouard Traoré, Yann Pierre Claver et d'autres, eux, ils n'avaient rien compris. Vous avez lu en fait entre les lignes des propos de Blaise Compaoré et vous vous êtes dit c'est fini, le coup d'État c'est presque consommé. De toute façon, les jours ou les heures qui suivaient allaient être catastrophiques pour le Burkina ou Thomas Sankara. Oui, c'est ça. Et comme mes positions étaient claires, et comme en plus de ça, ce soir-là, quelque part par naïveté, parce que c'était mes grands frères, j'ai dit l'analyse que je faisais, je m'étais dévoilé, et donc clairement j'étais contre. Or, à ce moment-là, vous savez, quand les contradictions, ça ne se réglait pas par des calomnies sur les réseaux sociaux, hein, ça se réglait, vous pouvez y perdre la vie. Apparemment, vous avez eu peur pour votre vie. Oui, oui. Honnêtement, pour être franc. Oui, j'ai eu peur pour ma vie et j'ai eu peur pour la vie de mes proches. Et c'est pour ça que je suis parti. Et vous avez fui donc le Burkina Faso. Oui. Et le 15 octobre, à la limite, une semaine après votre départ... Lorsque j'ai entendu sur RFI qu'il y avait un coup d'État et qu'on ne savait pas encore où ça en était pour Thomas Sankara, moi j'ai dit à mes camarades, Thomas Sankara est mort. Vous allez voir, vous aurez la confirmation. Ils m'ont dit, comment tu le sais? J'ai dit, mais c'est simple, Blaise Compaoré est peut-être la seule personne qui sait que celui qui fait un coup d'État au Burkina Faso et qui met Thomas Sankara en prison, il n'a juste rien compris.
Blaise Compaoré sait que faire un coup d'État... Il y a eu un précédent de toute façon. Emprisonner Thomas Sankara, c'est le rendre encore plus populaire. Certains l'ont appris à leur dépens. Mais absolument. Oui. Et Blaise Compaoré, Thomas Sankara lui-même le disait. Blaise Compaoré était la personne la mieux placée pour savoir que si vous voulez faire un coup d'État contre Sankara, liquidez-le d'abord, ensuite faites votre coup d'État. Sinon, ça ne sert à rien. Donc pour moi, c'était clair que c'était Blaise et que Sankara était mort parce que c'était la première chose qu'il ferait. Je n'avais aucun doute. Et quand Thomas Sankara a été assassiné, quand la confirmation est venue, sur le champ, quelle a été votre réaction? Vous vous êtes dit quoi? Je reviendrai plus fort. Je reviendrai un jour plus fort. Est-ce que vous avez fait le serment de défendre Sankara jusque dans la tombe? Non, ce n'est pas Sankara que je défends. C'est le Burkina Faso. Et le Burkina Faso... je partageais exactement la même vision de l'avenir du Burkina Faso que le capitaine Thomas Sankara. Encore une fois, moi, ce ne sont pas les personnes. J'ai énormément d'admiration pour le capitaine Thomas Sankara. Vous n'êtes pas dans la dynamique du culte de la personnalité. Non, voilà qui est suffisamment clair. Non. Mais vous vous êtes dit... Allez-y, allez-y. Je suis parti en me disant, je ne reviendrai pas dans ce pays. Sérieusement? Oui. Et puis, le 15 octobre, j'ai dit, je me formerai, je m'armerai et je reviendrai, tôt ou tard. Et quand finalement Blaise Compaoré a pris le poids, vous vous êtes dit, c'est la fin de tout ce que Thomas Sankara était en train de construire? Est-ce que c'est le retour à la coopération, comme on l'a dit dans la plupart des documentaires qui ont été réalisés sur l'après Sankara? Vous savez, moi je connaissais, ce n'est pas le leader qui compte, c'est l'équipe qu'il y a autour. Et moi je connaissais toutes les personnes qui s'agitaient autour de Blaise Compaoré, je les connaissais. Mon défaut, quelque part, c'est d'avoir toujours été capable de regarder les gens tels qu'ils sont. Beaucoup étaient derrière Thomas Sankara et ont fini par se retrouver derrière Blaise Compaoré. Vous savez, il n'y avait pas tant de gens derrière Thomas Sankara. Vous savez, mais comme dans ce pays, on n'écrit pas. Vous savez, la première chose qu'ils ont fait, c'est d'aller détruire les archives de la RTB. Il n'y avait pas tant de gens derrière Thomas Sankara que ça. Thomas Sankara était seul. C'est ça la terrible réalité. Et c'est pour ça qu'il y a si peu de ses camarades qui osent écrire leur mémoire. Thomas Sankara était seul. Vous savez, je rappelle souvent aux gens le discours du 2 octobre à Tenkodogo, fait par Jonas Somé, qui était le président du CDR de l'université et qui était en fait le proxy de Blaise Compaoré et de ses camarades. Sur quoi on l'a attaqué? On l'a attaqué de dérive droitière, donc dans le jargon pseudo-révolutionnaire, ça veut dire qu'il n'est plus tout à fait de gauche, quoi. Sur quoi? Tout simplement parce que Sankara, ça faisait déjà quelques mois qu'il disait qu'il y a eu beaucoup d'erreurs qui ont été faites et qu'il faut rectifier ces erreurs-là. Parmi ces erreurs, il considérait que d'avoir licencié les 1300 enseignants était une erreur. Il considérait que certains fonctionnaires dégagés l'avaient été injustement et qu'il fallait réparer tout ça. Aujourd'hui, on est en train de parler de réconciliation nationale. Ces sujets-là vont revenir, les bris de carrière. C'est une vieille tradition dans ce pays. Et c'est pour ça qu'il va falloir qu'on mette fin. Tout le monde pense à la fin de la politisation de l'armée. Mais il faut dépolitiser la fonction publique également, l'administration. Il faut en finir avec ces, comment ils appellent ça, secteurs structurés. Oui, des partis politiques au sein dans les ministères et dans les institutions. Je ne comprends même pas que ça ne choque pas les gens, ou alors les gens ne comprennent pas français. Mais c'est juste inadmissible. Alors, si on revient sur la mort de Sankara, encore cette parenthèse importante-là, vous vous êtes dit, le Burkina va régresser pour toujours, parce qu'on a vu qu'après Sankara, c'est le retour donc, de l'accaparement des terres, la corruption, le vol, le pillage, tout ce qu'il combattait finalement a été d'une manière ou d'une autre rétabli comme des faits normaux dans la société. Ismaël, on s'est rencontrés en 2015, qu'est-ce que je vous disais? Je vous disais, les gens sont en train de s'agiter sur les crimes de sang, sur les crimes économiques, mais ce n'est pas le pire crime du régime Compaoré. Le pire crime du régime Compaoré, c'est d'avoir fait en sorte que le Burkina Faso ne mérite plus de s'appeler Burkina Faso. C'est d'avoir inversé les valeurs. C'est d'avoir effacé tous les repères éthiques et moraux. C'est d'avoir détruit le système éducatif. Pour moi, c'est ça le crime.
Et c'est ça que nous payons aujourd'hui. Regardez les quelques personnes lucides qui essayent de refonder, de reconstruire. Par qui ils sont lynchés? Pas par les voleurs, comment vous appelez ça, les knappeurs, les dabasseurs. Non, ce n'est pas par ceux-là. Eux, ils sont tapis dans l'ombre et regardent. Nous sommes lynchés par ceux-là même pour qui nous nous battons. Parce qu'ils ne comprennent rien. Et ils ne veulent pas comprendre. Et ce n'est pas de leur faute, ils n'ont pas été éduqués. Mais certains rétorquent en disant que sous Thomas Sankara, la pauvreté, la misère étaient érigées en vertu. Mais ça, c'est ceux qui ne comprennent rien. Dans ce pays, des gens se permettent de discuter de politique sans même maîtriser les chiffres du pays. Moi, quelqu'un qui me parle de politique, qui ne s'appuie sur aucune statistique, je ne l'écoute pas. Tout simplement. Du temps de Thomas Sankara, nous n'étions que 5 millions de Burkinabés. Il y avait 20 000 fonctionnaires. Il n'en avait pas assez. Il a fait revenir beaucoup de camarades qui n'avaient même pas fini leurs études. Tellement il manquait de cadres. Et il avait décidé de mettre fin à la présence de ce qu'on appelait à l'époque les coopérants. Vous imaginez des pays qui prennent leur indépendance. Et 30 ans après, 20 ans après, il y a encore des cadres que l'administration française envoie pour établir nos politiques publiques, pour construire nos administrations, pour piloter nos administrations. Thomas Sankara a mis fin à cela. Mais il fallait les remplacer, ces coopérants-là, par des Burkinabés. Vous savez, j'ai discuté récemment avec un ancien professeur coréen à la retraite qui m'expliquait, vous savez, quand le président Chan a fait notre premier plan quinquennal, 1961-1966, nous n'avions pas autant de compétences que vous avez aujourd'hui au Burkina Faso. C'est-à-dire qu'on a une mauvaise utilisation des compétences du pays. Parce que tout est politisé finalement. On a l'impression qu'il n'y a que la carte d'un parti politique qui vous donne beaucoup d'avantages et de possibilités. Un exemple, je ne suis pas d'accord avec ce que vous venez de dire. Quand vous dites tout est politisé et il n'y a que la carte d'un parti. Moi, j'aimerais que tout soit politisé, mais au sens noble du mot. C'est-à-dire que chaque Burkinabé, où qu'il soit, ait conscience que son pays, il peut faire des choses pour son pays. Déjà, qu'il sache quelle est la réalité de son pays. Nous sommes combien? Quelle est la pyramide des âges? Quel est le PIB? Quelle est la structuration du PIB? Ça, c'est le minimum. Quelle est la situation géographique du pays? Quelle est l'implication du fait que nous sommes un pays enclavé? Quel est l'impact des changements climatiques? Sankara avait 30 ans d'avance. Aujourd'hui, on parle du changement climatique, etc. On parle de terrorisme, on parle de... Oui, mais si on s'intéresse vraiment à ce pays, on doit quand même connaître un certain nombre de déterminants. Et quand on connaît ces déterminants, on ne peut pas avoir certains comportements que j'observe. Alors, un autre élément important, en 2014, quand les jeunes étaient dans les rues, on a pu le constater, ils avaient les effigies de Thomas Sankara et beaucoup le disaient sans trop de risque de se tromper. Voici ce que tes enfants sont en train de faire, ils sont en train de te venger. Pour vous, est-ce que c'était une réplique à l'histoire, ce qui s'est passé en 2014? Cela aurait pu se passer en 2014, cela aurait pu se passer avant, ça aurait pu se passer après, mais fatalement, vous savez, quand vous êtes perdu, la démarche la plus rationnelle, c'est de retourner d'où vous venez et de repartir de là. Donc moi, je savais que tôt ou tard, les Burkinabés se rendraient compte qu'on était Sankara, même rien qu'en 4 ans, ils nous avaient mis sur les bons rails, qu'on nous a mis sur de mauvais rails et qu'il faut repartir sur ces rails-là et repartir de là. Tôt ou tard, fatalement, j'en ai toujours été convaincu. Pendant des années, on me regardait comme un... Donc l'insurrection, vous n'avez pas été surpris? Ben non, mais l'insurrection, non seulement je n'ai pas été surpris, mais elle s'est déroulée. J'ai échangé avec un certain nombre de personnes, dont Maître Kam, que je connais depuis Bobo, dont Salif Traoré alias Gorba. Moi, je leur ai dit. Et si vous leur demandez, ils vous diront que le scénario du 30-31 octobre s'est passé exactement comme je leur ai dit que ça se passerait. Avec la fuite de Blaise Compaoré. Oui, je leur ai dit, vous savez, aujourd'hui, l'opposition a
la crédibilité au niveau national et international pour que les Occidentaux et la France et les États-Unis en particulier, parce qu'on parle souvent de la France mais jamais des États-Unis, mais l'Africom était basé à Ouaga comme les forces spéciales françaises. Maintenant, ils savent que après Blaise, ce ne sera pas le chaos. Vous avez cette crédibilité-là. Pourquoi? Parce que vous avez su faire sortir des millions de manifestants sans casser un feu rouge. Vous maîtrisiez les manifestants. Je connais Blaise Compaoré. Je connais les gens qui sont autour de lui actuellement. J'échange avec eux. Ils ne reculeront pas. Ils n'ont toujours pas compris que cette fois-ci, ça ne passerait pas. Moi, j'avais dit à Moustapha Limam Chafi ceci. J'ai dit, vous savez, les élections de 2010, vous aurez pu en faire de l'économie. Parce que lorsque Blaise a fait le coup de la non-rétroactivité, de l'article 37 de la Constitution, les Burkinabés ont dit, OK, qu'il fasse encore 10 ans, mais qu'il s'en aille. Donc, il avait 10 ans, qu'il les fasse, mais qu'il s'en aille. Blaise Compaoré a cru que s'il croit qu'il peut encore ruser, cette fois-ci, je ne peux pas vous le démontrer, mais ça ne passera pas. Je l'ai dit à Moustapha Limam Chafi, je l'ai dit à Alain-Edouard Traoré, qui est mon aîné, et vraiment un ami d'enfance. Qui était ministre de la communication de Blaise Compaoré, effectivement. Je leur ai dit, et je leur ai expliqué, je dis, Alain, toi, que Moustapha Limam Chafi ne comprenne pas, je peux comprendre, mais que toi, tu ne comprennes pas ce que je suis en train de te dire, tout comme tu n'avais pas compris en 1987 que Blaise allait assassiner Sankara, je croyais que tu avais tiré les leçons, mais apparemment pas. Je dis, ça ne passera pas. Et donc, je leur avais dit, comme Blaise ne va pas reculer, et que tout le monde pense qu'il va reculer, il ne reculera pas. Il arrivera un moment où ces manifestants que vous arrivez à maîtriser vont se transformer en foule incontrôlable. Vous allez perdre le contrôle. Et ça va aller au clash. Or, les gars du RSP qui servent la famille Compaoré depuis 15-20 ans, servent la famille Compaoré. Et je les connais. Ces jeunes du RSP, là, je les connais, je discute avec tout le monde. C'est ça mon avantage. Moi, je discute avec tout le monde dans ce pays-là. Ils tireront. Et s'il y a encore du sang burkinabé qui est versé par ce régime, c'est la fin. Et au niveau du repositionnement stratégique des pays occidentaux, cette fois-ci, ils vont lâcher Blaise. Et Blaise, il va fuir comme d'habitude. Parce qu'il a déjà fui Blaise. Et on l'a ramené. Personne ne le ramènera cette fois-ci. Oui, parce que pendant les mutineries de 2011, suite à la mort de l'élève Justin Zongo, effectivement, il avait fui et puis il était revenu au palais présidentiel, effectivement. Mais ce n'était pas la seule fois, mais bon, ça c'est un détail. Oui, bon, bien sûr, quand il a fui, quand il est parti, vous vous êtes dit, le Burkina a l'occasion de rentrer une fois de plus dans l'histoire avec de bonnes élections, avec un bon retour à la démocratie, avec de nouveaux leaders politiques. Est-ce que vous avez eu beaucoup d'espoir au lendemain de l'insurrection d'octobre 2014? Non, et c'est ça, et je me suis fait lyncher par notamment mes amis du Balai citoyen. Je leur ai dit, mais regardez les pays de l'Est. Regardez les pays de l'Est. Vous ne pouvez pas sortir d'un régime de 30 ans avec un président et un gouvernement qui ne sortent pas de ce régime-là. Pourquoi? Parce qu'ils assèchent le barret. Il n'y a plus personne. Donc, la vraie alternance viendra dans 10 ans, en 2025. Et nous avons 10 ans pour nous préparer. Sinon, eux, ils préparent leurs petits aussi. Est-ce que vous avez rejoint un peu Tolé Sagnon qui était à la tête de la CGTB qui avait dit qu'il ne suffisait pas de remplacer Blaise Compaoré par Compaoré Blaise en son temps? Non, Tolé Sagnon a dit exactement, moi je préfère rester sur les idées, pas les anecdotes. Il a dit, l'alternance sans alternative, ça ne sert à rien. Et c'est là où la limite de ce raisonnement est la suivante. Il n'y aura pas d'alternative tant qu'il n'y a pas d'alternance, tant que l'alternance ne devient pas une routine. Il faut qu'il y ait des alternances pour qu'une alternative émerge. Sinon, tant que vous êtes dans la continuité, vous voulez avoir quelle alternative? C'est là où on voit aussi parfois la limite de certains de nos aînés. Alors finalement, donc, on est en période transitoire pour vous jusqu'en 2025. Et j'ai dit à tous mes camarades, beaucoup de gens me connaissent. Moi, je discute énormément. J'essaie de convaincre, d'éclairer, de montrer, de faire comprendre. Je leur ai dit, une transition d'1 an, bon, vraiment, c'est juste organiser les élections qu'on espère propres et tout pour une fois. Mais la vraie transition, ça commence avec le mandat qui vient. Et j'espère qu'on aura une alternance claire.
l'ex-CEFOP devient la majorité, l'ex-majorité devient la CEFOP. Et M. Zéphirin Diabré, c'est pour ça que je lui en veux. Il a retardé la décantation du paysage politique burkinabé pendant 5 ans pour rien. Pour finalement, pour rien. On a perdu 5 ans. Mais il a toujours dit qu'il l'assumait, c'est qu'il avait comme position politique. Il a préféré rester chef de file de l'opposition politique. Pour vous, c'est une grosse erreur? Mais c'est ce qui explique la situation actuelle. Et c'est ce qui... Il n'y a que quelqu'un comme lui, Armand Ouali, avec lequel, quand je discute, je ne suis pas amené à un moment donné à lever la voix du fait de l'émotion et de l'indignation. Lui, il comprend. Lui, il comprend ce que je dis. Monsieur Zéphirin Diabré porte une très lourde responsabilité sur le fait qu'on a perdu 5 ans. Parce que imaginez qu'en 2015, le MPP, l'UPC, l'UNIR-PS, etc., constituent la majorité présidentielle. En fait, ceux qui ont mené le combat jusqu'à l'insurrection de 2014, c'est cela? Voilà. Et puis, honnêtement, quand vous regardez, au-delà des questions de personnes, qu'est-ce qui les distingue? Le compagnonnage de Blaise Compaoré? Non. La conception, la doctrine politique? Non. Le comportement politique? Non. C'est que des questions de personnes. Donc, il fallait que l'ancien CEFOP qui a mené le combat pour l'alternance aille dans la majorité et l'ancienne majorité aille au CEFOP. Et à partir de là, on commence à restructurer, à réorganiser. C'est ce qui est en train de se passer. Actuellement, il y a des partis qui sont en train de fusionner. Vous n'êtes pas encore au courant, mais vous allez les découvrir. Et vous serez très surpris. Zéphirin Diabré a empêché que le quinquennat passé soit le vrai quinquennat de la vraie transition, où on commence à faire une réorientation économique et politique du pays. Pour finalement, il a viré ceux de l'UPC qui avaient compris, qui eux-mêmes, quand vous prenez quelqu'un comme lui, Armand Ouali, qui est parti de la gauche pour rejoindre Zéphirin Diabré, parce qu'à ce moment-là, il pensait que c'était ce qu'il fallait faire. Lui, il n'est pas capable de faire la même chose. 5 ans après, qu'est-ce qu'il fait? Il rejoint cette même majorité-là. Oui, mais pendant ce temps, il a gelé la situation pendant 5 ans. Il a fait espérer une autre alternance à beaucoup de gens naïfs qui l'ont suivi, qui m'en ont voulu, parce que je leur expliquais que mécaniquement, c'était impossible. Apparemment, vous en avez gros sur le cœur quand vous parlez de ce sujet-là, parce qu'on a vu un peu ce que vous avez subi de la part de ces militants de l'UPC, qui ne seront pas forcément d'accord avec votre analyse, sans doute. Mais de toutes les façons, qu'ils soient d'accord ou pas, moi, je dis toujours aux gens, je demande à personne de me croire sur parole, vérifier. Mais mieux vaut tard que jamais, alors, le fait que Zéphirin ait rejoint la majorité aujourd'hui, ou bien c'est peut-être à son corps défendant qu'il l'a fait? Mais de toute façon, l'UPC est fini, il est ruiné. Donc, il fallait bien qu'il trouve le moyen de survivre. Sauf que je dis que c'est monsieur, contrairement à ce qu'il vous dit, en vous disant j'ai travaillé avec les uns et les autres, avec la gauche et la droite, je suis la personne la mieux placée pour faire la réconciliation. Moi, je pense que ce monsieur n'est pas la bonne personne pour faire la réconciliation. Pour plein de raisons, mais je n'aime pas personnaliser les débats. Oui, mais je pense que... Mais vous n'êtes pas du reste le seul à le dire, de toute façon, ce n'est pas nouveau. Donc, si vous le dites, c'est votre opinion, d'autres aussi rejoignent cette opinion, tout comme ceux qui sont aussi pour cette personne-là, qui diront le contraire de ce que vous pensez. Time will tell. Vous savez, moi, j'ai toujours pris le temps comme un allié. Moi, je ne me bats pas contre le temps. Alors, quand vous regardez maintenant la carte politique burkinabé, Edi Kombo qui est à la tête du CEFOP, et Zéphirin qui rejoint la majorité avec les maîtres Sankara et autres, vous pensez que c'est la norme politique désormais qui est en marche au Burkina Faso? Edi, je connais Edi depuis que c'était nos aînés au collège de la salle. Et puis, bon, moi, j'étais au collège et tout le monde. Mais comme mon père travaillait à la RAN et que je ne payais pas les trains, je venais souvent faire la fête à Ouaga avec eux ici. Et puis après, on s'est retrouvés à l'université, etc. Donc, moi, je connais Edi depuis très longtemps. Et j'ai encore du mal à regarder Edi comme un homme politique. Mais bon, ça, c'est un autre débat. Je considère qu'aujourd'hui, il n'y a plus, il n'y a plus de parti politique au Burkina Faso. Il n'y en a plus. Il n'y en a plus. Et ceux qui se disent responsables politiques, où vous les mettez? Je considère que ce qui nous tient lieu de partis politiques, ce sont des syndicats de moyens. Parce que les partis politiques ont cessé d'être des lieux de production de la pensée. Donc,
Ce sont des syndicats de moyens pour aller à la conquête. Mais il y a des partis politiques qui ont des écoles de formation politique au Burkina. Il y en a qui tentent tant bien que mal de réunir les militants régulièrement pour les former, leur apprendre un certain nombre de choses. C'est très bien, c'est très bien. Mais les partis politiques actuellement, ils ne sont plus des lieux de production d'idées. Est-ce qu'il y a une usure politique qui est en cours au Burkina Faso impérativement quand vous analysez les choses de cette manière-là? Une usure politique. Parce que quand vous dites cela, on a affaire à une génération de politiciens qui est là depuis 1983. Tout de même, n'oublions pas cela aussi. À part quelques exceptions près. Encore une fois, il faut savoir passer de l'observation à l'analyse. L'usure du pouvoir, oui, ça existe. Le fait que les gens soient là depuis 40 ans, oui. Le fait que les gens aient tel âge ou tel âge, oui. Mais en fait, ce n'est pas ça qui est important. Ce qui est important, c'est est-ce que les gens sont capables de comprendre les enjeux de l'époque. C'est ça qui est important. Ce n'est pas l'âge à l'état civil ou depuis combien de temps on est au pouvoir. Ce n'est pas ça qui est important. C'est est-ce que les gens sont encore capables de comprendre les enjeux du moment. Et ça ne concerne pas que les politiques. Moi, je me suis fait beaucoup d'ennemis en disant dès le 16 décembre 2016 que si le président Marc-Christian Kaboré veut entrer dans l'histoire comme celui qui a refondé le Burkina Faso, il fallait qu'il ait le courage de mettre à la retraite anticipée toute une strate de la technostructure burkinabé qui sont dans des situations de rente, mais qui ne sont plus capables de rendre les services pour lesquels l'État les paye. Vous en avez dans l'armée, pour moi, à partir du grade de colonel-major, ils devaient tous les mettre à la retraite anticipée et surtout pas les recaser dans nos ambassades où ils n'ont pas leur place. Dans la haute fonction publique, il y en a plein. Dans la magistrature, alors là, n'en parlons pas. Et ces gens-là, même le FMI et la Banque mondiale, ils financeraient leur plan de départ volontaire à la retraite anticipée. Alors, est-ce que c'est ce qui fait aussi le mal de la société burkinabé aujourd'hui? Beaucoup de cadres inutiles qu'on paye à ne rien faire? Mais ce n'est pas seulement qu'ils sont inutiles. En plus, ils sont dangereux. Parce que pour se perpétuer, ils sont obligés d'empêcher toute innovation. Je vous donne un exemple. Quand j'ai vu l'ancienne ministre des Finances, Rosine Sori Koulibaly, signer des accords avec Orange, Oracle, pour les licences des bases de données utilisées par l'administration burkinabé. Et puis, c'était présenté vraiment comme quelque chose de génial. Mais je me tapais la tête contre le mur, quoi. C'est aucune base de données au Burkina Faso des trop grosses pour être gérées par des bases de données open source. Aucune. Aucune. On n'a pas besoin de payer des licences en milliards pour utiliser Oracle. Mais vous savez pourquoi on continue à faire ça? Parce que ceux qui sont en place ont été formés sur Unix Oracle. Et n'ont pas envie de se remettre en cause et d'apprendre les nouvelles solutions de stockage et de traitement de données. Ils n'ont pas envie, ils veulent vivre sur leurs connaissances, sur leur laurier jusqu'à la fin de leur jour. Et ils savent que si on accepte l'innovation, des jeunes qui viennent de sortir vont être meilleurs qu'eux. Donc ils bloquent. Ces gens, ils ne sont pas seulement inutiles, ils sont nuisibles. Il faut s'en débarrasser. Un autre élément très important, est-ce que vous voulez dire que la classe politique actuelle est dépassée, tout comme l'élite actuellement au niveau de l'administration? Quand je viens au Burkina Faso, j'ai l'impression que je voyage dans l'espace et dans le temps. Dans l'espace parce qu'en général, 6500, 8500 km, ça c'est le voyage dans l'espace. Voyage dans le temps, quand j'arrive ici, j'ai l'impression que je retourne aux années 90. Tout. J'ai l'impression qu'il y a, en fait, toute la technostructure burkinabé, leur horloge s'est arrêtée quelque part entre 1978 et l'an 2000. Du coup, on ne peut pas espérer un développement ou un Ils ne changement. sont pas upgradables. Il faut avoir le courage de reconnaître qu'il y a des gens. Mais Ismaël, est-ce que vous vous imaginez ce que c'est que de mettre votre cerveau en stand-by pendant 30 ans? Il s'atrophie. Il y a toute une couche de la population, de la technostructure qui n'est plus réformable, qui n'est plus upgradable. C'est fini. Et si moi j'étais Premier ministre ou autre,
je trouverai le moyen de les faire partir et ils seraient contents de partir. Vous savez, la plupart, vous leur dites, écoute, il te reste 10 ans, on te paye tes salaires et indemnités pour ces 10 ans-là, là, maintenant. Et puis tu pars. Je vous garantis qu'ils partiront. Où est-ce qu'on trouve l'argent? La Banque mondiale va financer ça. Parce qu'eux, ils essaient de nous aider à nous développer et ils voient comment cette couche-là bloque tout. Alors, revenons maintenant sur les conséquences des jeunes eux-mêmes, parce qu'on s'est dit si les jeunes étaient dans les rues, parce que ceux qui ont fait l'insurrection, c'est pratiquement des jeunes. D'autres jeunes ont voulu franchir le pas politique. Le cas du ballet de Hervé Camp, pour ne citer que cet exemple-là, le mouvement Sens qui avait le jour. Mais on se disait que ces jeunes-là auraient dû avoir quand même l'accord de toute la jeunesse burkinabé. Malheureusement, ce ne fut pas le cas. Est-ce qu'il n'y a pas eu une certaine inconséquence de la jeunesse elle-même? Mais comment vous voulez ne pas former, éduquer les gens et vouloir qu'ils soient conséquents? Moi, je ne les rêve pas, ces jeunes-là. Mais ils n'étaient pas dans la rue non plus par naïveté. Mais vous savez, ces gens d'Ormosson qui disaient que si à 20 ans, vous n'avez pas le cœur à gauche, c'est que vous n'avez pas de cœur. Si à 40 ans, vous avez toujours le cœur à gauche, c'est que vous n'avez pas de tête. La jeunesse est révolutionnaire par anarcho-spontanéisme. C'est tout. Mais il n'y a pas de réflexion qui va plus loin. Moi, quand j'écoute certains jeunes, je ne vais pas donner de nom, mais je ne vois pas c'est que des dinosaures voilà. Ils ne sont pas jeunes, ils sont jeunes à l'état civil, mais ils veulent nous ramener, ces gens-là, ils veulent nous ramener dans des combats qui ne sont plus les combats de l'époque. Les combats de l'époque, c'est très simple. C'est la connaissance, c'est la technologie, c'est l'innovation. Donc le problème de la jeunesse burkinabé, c'est son inculture alors? Oui, oui, mais pas que la jeunesse. Moi, je suis extrêmement déçu quand je discute avec certains qui portent leur titre de master ou et surtout de docteur en bandoulière. Vous savez pourquoi? Parce que, et ce n'est pas propre au Burkina Faso, en fait, dans nos cultures, il y a des choses qui manquent. Nous avons un rapport utilitaire à tout. Vous voyez, par exemple, voyager pour aller faire du tourisme, ce n'est pas dans nos cultures. On voyage parce qu'on a quelque chose à faire quelque part. Mais on ne voyage pas pour découvrir, juste pour... On va à l'école pour avoir un parchemin, pour avoir un bon boulot, pour ne pas aller tirer la daba comme papa. Donc une fois qu'on a un bon boulot, c'est fini. On ne cherche plus à acquérir de la connaissance. Le problème, il est là. On a un rapport utilitaire. Au collège de Toulma, on nous disait, à la moindre trace de par cœur, vous aviez 0. On nous disait, vous n'êtes pas là pour apprendre des choses. Vous êtes là pour apprendre à chercher, à réfléchir et à apprendre. Mais vous n'êtes pas là pour apprendre des choses. C'est ce qui n'est pas. Alors, à vous écouter attentivement, le changement, ça va prendre du temps parce qu'il faut vraiment une éducation à la citoyenneté, situer un peu les responsabilités de tout un chacun dans la société. Mais Ismaël, ça prendra d'autant moins de temps que tout le monde comprendra qu'on ne peut pas s'aimer le matin et récolter le soir du même jour. Voilà. Mais vous étiez l'un des plus acerbes en voyant les résultats obtenus, par exemple, par le mouvement Sens, parce que vous vous êtes dit, ce peuple-là n'a absolument rien compris du tout. Non, 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 pas du tout, pas du tout. J'ai retrouvé chez Sens quelque chose que j'espérais ne pas retrouver. En fait, Sens est responsable de ces résultats. Hein. Ce n'est pas la faute des électeurs. C'est la faute des gens de Sens, de mes camarades de Sens. Ils le savent très bien. Maintenant, je ne vais pas... C'est bien de préciser que vous êtes militant du Sens. Hein? Vous l'assumez? Mais je ne suis même pas que militant. Je veux dire, Sens, c'est l'un des aboutissements de ce que j'essaie de faire depuis 2015. Donc, je suis plus que militant de Sens. Et initialement, moi, je voulais une démarche unitaire. Je n'ai pas compris que finalement, le parent reste de son côté, pour ne pas le citer. Je n'ai pas compris pourquoi Louada est allé quelque part se fourvoyer avec Zida. Je n'aime pas personnaliser les choses, mais on est quand même obligé de donner des noms. On a l'impression que vous vous êtes dit, toute la nouvelle génération politique aurait dû avoir, à la limite, ses repères au niveau du mouvement Sens. Non, pas le mouvement Sens. Un certain nombre de camarades auraient dû, dès le lendemain de l'insurrection, comprendre que par la société civile,
on peut obtenir des avancées démocratiques. Mais pour les approfondir, les consolider, les approfondir, il faut passer à la couche politique. On a l'impression que vous vous êtes dit, la société civile a mené un combat que les acteurs politiques ont récupéré après tranquillement. Ils n'ont même pas récupéré. Ils voulaient juste le pouvoir. Mais pas le combat. Regardez aujourd'hui qui est positionné où. Il y a combien d'insurgés là-dedans? Mais il y a combien qui ont soutenu l'article 37 jusqu'au bout là-dedans? Regardez. Non, ils n'ont pas récupéré la lutte. Ils ont récupéré le fruit. Point. Voilà. Donc, ces gens-là, en plus qui ont prouvé sous la transition qu'ils étaient capables de travailler en équipe ensemble, ils auraient dû créer un parti plus large que Sens. Ne même pas viser les élections. Ne même pas viser les élections de 2020, ça ne sert à rien. Se mettre tout de suite, dès 2015, créer et travailler tout de suite dans la perspective de 2025. Donc 10 ans hein, sur le terrain. Oui, c'est le minimum. Mais quand on regarde l'apport de l'argent aussi sur les élections au Burkina Faso, vous imaginez un peu toutes ces personnes dont vous citez les noms aujourd'hui qui n'ont pas financièrement les ressources nécessaires. Malgré tout ce qu'ils auraient fait comme sensibilisation et message, ce n'est pas évident que ça puisse porter. Ça fait partie des plus graves erreurs d'analyse, que ce soit des acteurs politiques que des commentateurs. C'est ma conviction. Donc vous voulez nier le fait que l'argent a un poids dans la politique au Burkina Faso? L'argent a un poids. Et vous-même, vous le savez? Je le sais, et ça m'a déjà coûté beaucoup. Mais ce que je suis en train de vous dire, si nous voulons faire un parti politique, la première question, ça va être, bon, qui a l'argent, qui met combien sur la table? Mais en fait, c'est par cette question qu'on devrait finir. On ne devrait pas commencer par cette question. Quand Sonko commençait en 2013, il avait moins d'argent que Sens. Sonko au Sénégal, oui. C'est important de préciser. Il avait moins d'argent que nous à Sens quand on commençait. Parce que disons que les dirigeants, les leaders et les personnes aux ressources de Sens, on n'est pas des crevards, quoi. Financièrement, ça va. Et parce que moi, j'avais très vite compris qu'il fallait faire du fric d'abord avant d'acquérir son indépendance financière avant de s'aventurer en politique. Parce que sinon, dès lors que ça devient le moyen de sa subsistance et qu'en étant dans la politique, on vit mieux que quand on faisait son boulot, c'est mort, c'est fini. Donc, c'est ce qu'il faut, Vous êtes contre le professionnalisme politique. Il y en a qui ne sont que des professionnels politiques. Ils ne vivent que de la politique. Mais ils font pas de la, ils vivent de la politique, mais ils ne font pas de la politique, justement. On ne peut pas vivre de la politique et faire de la politique en même temps. Ce n'est pas possible. Soit on fait de la politique, soit on vit de la politique. Il faut choisir. Maxence Omé aussi, c'est quelqu'un qui a été au cœur de l'actualité ces derniers temps, parce qu'il y a eu des marches de l'opposition politique les 3 et 4 juillet. Vous avez dit publiquement que vous étiez contre ces marches. Pourquoi? Parce que vous ne vous voyez pas marcher avec Eddy Komboego du CDP et les autres? Non, ce n'est pas ça. Je prends souvent une image pour faire comprendre aux gens. La politique, dans nos pays, parce qu'elle est dominée par les mouvements de gauche, qui ont une certaine culture, c'est un peu comme un avion gros porteur, un long courrier. Sauf qu'il n'y a pas de cabine passager. Donc, quand vous n'êtes pas dans le cockpit, c'est que vous êtes dans la soute à bagages. Et ce genre de rassemblement hétéroclite, partis politiques, syndicats, OSC et je ne sais quoi, où on essaie de faire nombre pour faire illusion, avec des gens qui ont des agendas totalement antagonistes, ça ne m'intéresse pas. Et depuis l'époque de la CCVC, je disais, attention, il faut de la clarté. Dans une démocratie, il faut de la clarté. Il faut être clair. Moi, si j'organise quelque chose, je ne vais pas me regrouper avec plein de gens pour dire qu'il y avait beaucoup de manifestants. Mais est-ce que la cause n'était pas noble tout de même? Mais non, mais... En quoi manifester à Ouagadougou va changer quelque chose à Solan, à Barsalogo? Donc c'est une récupération politique? Oui. Ce qui peut s'expliquer naturellement parce que ça fait partie de la politique aussi. Oui, mais quand vous regardez, prenez la liste
des organisations qui ont participé et faites votre boulot de journaliste, enquêtez un peu. Moi, je les connais tous. On m'a sollicité depuis Paris pour venir prendre la parole à ce truc-là. La personne qui m'a dit ça, dont j'ai tiré le nom, qui est assez proche de Maître Ambroise Farama, j'ai dit, mais tu me connais, tu m'as bien regardé. Jamais j'irai à un truc comme ça. Parce que des gens comme vous êtes très utiles pour les terroristes. Vous êtes des alliés objectifs des terroristes. À ce point-là? Oui. Ah, c'est trop fort quand même comme accusation. Mais quand je dis alliés objectifs, ça veut dire que c'est ce que Lénine appelait des idiots utiles. Ce n'est pas au moment où on doit renforcer l'État qu'il faut affaiblir l'État. Mais quand je dis ça, je ne suis pas en train de dire que ce que fait le pouvoir est bien. Moi, je pense que le pouvoir... Oui, c'est vite fait de dire que c'est parce que vous défendez le pouvoir d'une manière subtile que vous dites qu'il ne faut pas aller dans la rue pour contester la manière de gérer. Si je me préoccupais de ce que les borgnés, les analphabètes politiques disent, il y a longtemps que je ne parlerai plus. Il suffit de lire ce que j'écris systématiquement, constamment, depuis des années. Le pouvoir actuel n'est pas à la hauteur de l'enjeu. Et je me demande même s'ils ont compris quelle est la situation réelle. Je me pose sincèrement la question, je me la pose de plus en plus. Le pouvoir actuel, quand je dis on affaiblit l'État au moment où on a le plus besoin d'État, mais j'accuse tout le monde, à commencer par les premiers responsables de l'État. Quand je dis qu'il est urgent de construire une alternative, c'est parce que je considère que le pouvoir actuel, comme l'opposition actuelle, la solution ne viendra pas d'eux. C'est clair. Ils ont tous échoué. Échouer n'est pas grave. Ils ne peuvent pas réussir. Voilà qui est suffisamment clair. Dans la même dynamique, vous avez défendu le balai citoyen. Chose aussi que beaucoup ont trouvé un peu suspect parce que ce mouvement-là a été victime de toutes sortes de railleries ces derniers temps au Burkina Faso. Et ils ont clairement dit qu'ils n'allaient pas participer à cette marche-là. Mais Ismaël, moi j'ai toujours... Il suffit de... Je suis quelqu'un de cohérent. Il suffit juste de me suivre dans le temps sur un sujet donné pour voir. Moi, j'ai une position très claire avec le balai citoyen depuis l'origine. Je dis, ce mouvement-là est la seule OSC qui ne soit pas le proxy d'un parti politique. Personne ne me croyait. Les autres ont disparu. Ou alors, on sait clairement de quel parti politique ils étaient les proxys. Ils sont sortis eux-mêmes le dire. Est-ce que j'avais tort? Non. Par contre, c'est un mouvement que je qualifie d'anarcho-spontanéiste, incapable de s'organiser, de se structurer. C'est ce que j'ai dit. Là, ce sont les gens du balai citoyen qui m'ont traîné dans la boue, les Zina Barasman et compagnie, etc. Voici un exemple de jeunes vieux. Mais le balai citoyen a eu un mérite. Eux, ils ont compris et ils ont fait ce qu'il fallait pour que Blaise s'en aille. On ne peut pas leur enlever ça. Derrière, ils ne sont pas allés courir chercher les postes. On peut leur reconnaître ça. Maintenant, ils ont des jeunes zélés qui font n'importe quoi. Et puis, les dirigeants ont été traînés dans la boue, comme quoi ils sont corrompus, que Zida a donné, je sais pas. En toute chose, il faut savoir faire la part des choses, faire preuve de discernement. Ce mouvement n'est pas parfait, rien n'est parfait, aucune œuvre humaine n'est parfaite. Mais toute œuvre humaine se joue sur la durée. Au balai citoyen, il y a des gens de qualités diverses. Mais ce mouvement, il n'est pas parfait. Mais quand on l'accuse, il faut lui reconnaître. Il faut l'accuser sur ses erreurs. Mais pas régler ses comptes avec des personnes au balai citoyen. Ça ne sert à rien. Et depuis les années 70, c'est comme ça qu'on fait la politique dans ces pays. Et c'est pour ça qu'on est encore dans l'ordière. Est-ce que vous avez des espoirs que ça va changer un jour, la manière de percevoir la politique, que l'on va quitter de la politique financière à la politique des idées? Laurent Gbagbo a défendu cette idée jusqu'à finalement sa retraite politique. Mais Gbagbo aussi n'a rien compris. Oui. Mais bon, voilà, mais comme il fait partie des monstres sacrés, pour tous ceux qui sont passés par l'université au Burkina Faso, on ne peut pas y toucher, c'est une espèce de... Il a des idées au moins qu'il faut respecter. Oui, il a des idées, oui, mais qui étaient pertinentes avant la chute du mur de Berlin, qui ne le sont plus. Je vous dis que tous ces gens-là, y compris des jeunes, leur horloge s'est arrêtée entre 1978 et 2000. Réfléchissez à ce que ça signifie, creusez, vous comprendrez pourquoi je dis cela. Donc,
Revenons à l'argent. Sonko, au Sénégal, quand il commençait, en 2013, il avait moins d'argent que nous en sens. Je ne vais pas vous révéler nos budgets. Après, tout dépend de ce qu'on fait avec son budget en politique. 3 ans après, il a les résultats qu'il a. Donc, en cours de route, la question économique a été réglée. Les mêmes qui vous demandent 2000 francs pour aller voter, quand ils vont remplir le stade du 4 août pour regarder Agib Soré ou le pasteur Karambiri, Ou la Bikaba. Ils payent pour y aller. Quand ils vont dans les églises, les temples, les mosquées, ils payent pour y aller. Vous savez pourquoi? Parce que là-bas, on leur donne du sens, de l'espoir. On leur donne une clé de lecture du monde. Sens, confiance, espoir. Ces gens-là sont des entreprises de sens, de confiance et d'espoir. Si vous êtes capable de produire du sens, de donner de l'espoir, vous aurez une dynamique qui est favorable. Et à ce moment-là, dès lors que vous avez une dynamique de réussite, ne vous inquiétez pas. Votre problème, ce sera l'argent, le financement de qui prendre et le financement de qui refuser. Ouvrons à présent le gros chapitre lié à la sécurité. Le Burkina est incapable de se sécuriser, c'est évident, c'est un secret de polichinelle. Comment vous vivez chaque fois quand il y a une attaque dans ce pays-là? Monsieur Ismaël, vous ne maîtrisez pas votre territoire. Vous ne maîtrisez pas la population. Demandez à quelqu'un son adresse à Ouagadougou pour vous y rendre. Vous n'avez pas de cadastre fiable. Donc vous ne maîtrisez pas le territoire, vous ne maîtrisez pas vous n'avez pas d'état civil fiable. Il n'y a pas un numéro unique que chaque citoyen a. Vous avez toute une partie de personnes sans papier au Burkina. Au Burkina, il n'y a pas une seule parcelle sans papier, mais il y a des millions de Burkinabés sans papier qui n'ont même pas le premier document qui prouve que vous existez, l'état civil ou les actes de naissance. L'acte de naissance ou le jugement supplétif d'acte de naissance. 90% des flux financiers dans le pays sont des flux physiques. Vous contrôlez ça comment? Et avec ça, vous voulez lutter contre le terrorisme. Donc, quand je vois toute l'émotion qu'il y a à chaque attaque terroriste, je me dis, mais les gens ne comprennent pas. Ce qui est surprenant, c'est qu'il n'y en ait pas plus. Ah oui. Ben oui. Donc, ça veut dire qu'on n'a même pas encore bien perçu le problème du terrorisme parce qu'on a l'impression que chaque fois on parle d'équipement des forces armées nationales, trouver des dotations pour les militaires, entre autres. Mais vous savez, quand on se trompe d'analyse au départ, les Américains, après 20 ans, je ne sais pas combien de milliards et combien de milliers de morts, ils sont en train de fuir l'Afghanistan en courant. Pardon. Parce qu'ils ont fait la mauvaise analyse dès le départ. Ici, jusqu'à présent, je ne pense pas qu'au niveau étatique, on ait fait la bonne analyse. Mais on a progressé depuis 2016 parce qu'il y a un certain nombre de chercheurs, etc., qui ont travaillé. On a progressé, mais je ne pense pas qu'on ait encore fait la bonne analyse. En tout cas, ça ne se voit pas. Ce ne sont pas les investissements finalement militaires qui vont sauver le Burkina Faso. Mais vous pouvez donner tout l'armement à l'armée le plus moderne, donner l'armement des JS américains ou des Spetsnaz russes à nos soldats. Si vous êtes soldat burkinabé aujourd'hui, pour quelle raison accepterez-vous d'aller mourir? Vous allez aller mourir pour quel pays, pour quel citoyen? Les citoyens il faut 4 policiers, plus les feux rouges, pour qu'ils s'arrêtent au feu, vous allez aller vous faire tuer pour celui-là? Si les soldats étaient importants, on ne ferait pas des primes de mission quand ils vont au front. On augmenterait leur salaire.
Mais quand vous fonctionnez par des primes, le gars, il va là-bas, il compte il prend sa fiche de paie, il voit qu'il a fait tant de jours en mission, tant multiplié par tant de jours, ça fait ça. Mais c'est valable aussi dans l'administration. Souvenez-vous du débat sur les fonds communs. Je veux dire, il faut que les gens comprennent que déjà, l'armée, l'État, tout seul ne gagnera pas cette guerre-là. C'est tout le pays, toute la société qui doit se mobiliser. Est-ce que vous avez l'impression que le Burkina Faso est en guerre? Est-ce que le président Kaboré a déjà dit que le Burkina Faso est en guerre? Est-ce que le comportement des officiels montre que nous ne sommes pas en guerre? On ne gagnera pas cette guerre d'un côté avec l'armée, de l'autre côté en déversant les fonds de l'AFD pour le développement, on ne gagnera pas. Parce que tout ça... Donc, en un mot, réveillons-nous. Parce que là où nous allons, nous ne sommes pas encore sur le bon chemin de lutter contre l'insécurité au Burkina Faso. J'ai dit tout simplement, ayons le courage de comprendre ce que nous voyons. Parce que c'est sous nos yeux. Il y a juste que nous refusons de voir. Un autre élément important dans la lutte contre le terrorisme, il y en a qui ont commencé à dire, même dans les manifestations récemment, on dit on ne veut plus de la France dans le Sahel. Ça vous fait rire parce que vous vous êtes dit, c'est se tromper d'adversaire finalement dans ce combat contre l'insécurité. Ce qui est terrible dans ce pays, c'est que, et ça c'est un héritage des mouvements de gauche, hein, on s'attaque à la personne en fonction de sa situation, sa situation, au lieu d'écouter ce qu'elle dit. Moi, au Burkina Faso, aujourd'hui, quand on parle de la France, je préfère ne pas en parler, pour la simple et bonne raison que j'habite en France. Aux yeux de beaucoup, ça me disqualifie d'office. Donc, je les regarde. Et ça tombe bien, le Mali est un laboratoire à ciel ouvert pour le Burkina Faso. Regardez, ils sont où les Russes? Logiquement, les Russes devraient être déjà au Mali, là. Mais ils ont recommencé la coopération militaire avec la France. C'est ce que je dis. La génération de mes grands frères, ma génération, on a eu un comportement criminel. On a continué à mentir à la jeunesse. Moi, je souhaite, mais c'est impossible, que la France, l'Union européenne... Ça ne vous choque pas que ce soit le PNUD, l'Union européenne, etc., qui finance nos élections? Tout simplement parce que nous voulons vivre dans un pays qui est bordélique. Par contre, les élections doivent être nickel comme dans les pays les plus modernisés du monde. Mais au quotidien, qu'est-ce qui marche? Il n'y a aucune administration qui est aussi organisée et performante que la CENI au Burkina Faso. On trouve que ce n'est pas assez. Parce que là, les politiciens ont leur intérêt là-dedans. Mais à part, qu'est-ce qui marche d'autre? Pourquoi vous voulez que le jour des élections, l'acheminement des bulletins de paie se fasse mieux que quand on achemine quoi que ce soit, où que ce soit dans ce pays? Il faut arrêter de se moquer des gens. Il faut arrêter de se moquer des gens. On est pratiquement en fin d'émission. Je voudrais vous poser une dernière question. Il nous est revenu que vous êtes en train de préparer votre candidature pour la présidentielle au Burkina Faso. Est-ce que c'est vrai? Ça n'a pas de sens. Vous ne ferez jamais acte de candidature à la présidentielle? Ah non, je n'ai pas dit ça. Mais je viens de vous expliquer qu'il n'y a pas de génération spontanée. Et qu'on ne sème pas le matin pour récolter le soir du même jour. Moi, je suis un coureur de fond. Beaucoup de gens m'ont découvert avec les réseaux sociaux. Mais ce combat-là, ça fait plus de 30 ans que je le mène. Et moi, je sais que c'est une longue marche. Je ne suis candidat à rien. Je suis candidat à une seule chose. À aider des plus jeunes que moi, qui ont la volonté, qui ont déjà un début de commencement de culture politique, à franchir plusieurs paliers et à s'agréger pour atteindre une masse critique, pour basculer les choses. Je ne suis candidat qu'à ça, contribuer à la refondation du Burkina. Merci beaucoup, Maxence Somé. Merci. C'est un plaisir pour moi de vous recevoir dans le cadre de l'émission Le Grand Déballage. Amis de la liberté, de la démocratie et de la bonne gouvernance, ainsi prend fin le rendez-vous de ce jour. Merci à tous et à chacun de nous avoir suivis. Rendez-vous la semaine prochaine avec un nouvel invité. Bonsoir chez vous.